Miranda était une femme au foyer dévouée qui vivait dans une modeste maison de banlieue avec son fils Rufus de 16 ans. Son mari, employé dans une société de négoce, passait la majeure partie de son temps à voyager pour le travail, multipliant d'innombrables déplacements professionnels tant au niveau national qu'international. Il était rarement à la maison. Au fil des années, Miranda était devenue la principale responsable des soins, élevant Rufus presque entièrement toute seule. Leur famille semblait ordinaire, pas de disputes majeures, pas de problèmes financiers critiques, mais la passion entre mari et femme s'était estompée. Miranda éprouvait encore un sentiment de stabilité, croyant qu'il s'était installé dans une routine typique de tout couple marié de longue date, pourtant le changement était imminent. Alors que Rufus passait de l'école primaire à l'adolescence, Miranda remarqua qu'il devenait plus maussade et plus distant. Elle se rappela comment son propre frère s'était comporté de la même manière, et elle attribua cela à une phase. Se sentant agitée dans son rôle à la maison, elle envisagea de prendre un emploi à temps partiel. Le mari de Miranda réagit d'abord avec prudence en déclarant « Je ne veux pas donner l'impression que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille. » Cependant, lorsque Miranda proposa de travailler comme assistante dans un cours d'arrangements floraux, un emploi qui utilisait son certificat d'enseignement, il donna son accord. Elle espérait que cette nouvelle activité lui apporterait épanouissement et revenus supplémentaires. Le cours d'arrangements floraux offrait à Miranda un exutoire créatif. Elle adorait aider les élèves à perfectionner leurs compétences, qu'ils soient débutants ou plus expérimentés en art floral. Au fil du temps, sa confiance grandit, elle se sentait utile et appréciée, et cela la réjouissait que ses modestes gains contribuent aux finances du foyer. Bien qu'elle et son mari n'eussent pas longuement discuté des finances, elle croyait que tout argent additionnel aiderait à préparer l'avenir de Rufus. Après tout, le lycée était coûteux et la perspective de l'université se profilait. Malgré les absences fréquentes de son mari, Miranda restait optimiste quant au fait qu'il se retrouverait une fois son affectation en solo terminée. Les visites de son mari à la maison devenaient de plus en plus rares, il passait généralement pour Noël, Thanksgiving ou la fête du travail, et restait habituellement très peu de temps. Souvent, il choisissait de rendre visite à ses parents, qui habitaient à environ 1 heure de route. Par conséquent, Miranda et Rufus passaient rarement les fêtes en sa compagnie. En tant que famille de 3, Rufus paraissait la plupart du temps indifférent, mais Miranda souhaitait secrètement que tous puissent partager davantage de moments sous le même toit. Elle pensait qu'une fois les affectations de son mari terminées, la vie pourrait revenir à ce qu'elle était, ou du moins ressembler à la normale. Le beau-père de Miranda était en vie et résidait dans une résidence de retraite confortable. Il y a des années, ses beaux-parents y avaient emménagé pour profiter de leurs vieux jours après avoir quitté la maison familiale de Miranda et de son mari. Bien que son mari nourrit encore des rançures envers son père, Miranda entretenait une relation cordiale avec cet homme âgé, elle lui rendait visite à la résidence, apportait des douceurs faites maison et l'aidait pour ses courses. Son beau-père la traitait toujours avec chaleur, reconnaissant pour son attention. Miranda estimait qu'il s'agissait simplement de faire ce qui était juste, de montrer de la gentillesse à quelqu'un qui l'avait accueilli dans la famille. Les tensions entre son mari et son père prenaient racine dans de petits désaccords accumulés avec le temps. Miranda avait du mal à les comprendre, car son beau-père semblait toujours doux et raisonnable. Quoi qu'il en fût, son mari refusait la moindre suggestion visant à rétablir leur relation. Il répétait qu'il était dans un établissement bien géré et qu'il ne lui devait rien. Miranda n'était pas d'accord, estimant que la famille devait veiller les uns sur les autres. Néanmoins, dès qu'elle évoquait les besoins de son beau-père, son mari roulait des yeux et lui rappelait que tout cela était inutile. Cette différence d'attitude engendrait de légères tensions. Rufus avait été inscrit dans une école privée qui combinait l'école élémentaire et le collège. Il étudiait assidûment, et Miranda était fière de ses progrès. Son mari semblait satisfait du succès scolaire de Rufus, mais se concentrait constamment sur son propre travail, félicitant rarement leur fils en personne. Un été, il rentra à la maison de façon inattendue et annonça que son affectation temporaire pourrait prendre fin bientôt, évoquant la possibilité d'un transfert de retour au siège à l'automne. Le cœur de Miranda se réchauffa à l'idée de le voir plus souvent, elle pensait que cela marquait la fin de leur longue séparation et offrait une chance de se reconnecter. Miranda commença à imaginer à nouveau la vie de famille, se voyant tous réunis autour de la table du dîner chaque soir. Cependant, les mots suivants de son mari la choquèrent profondément, « Je veux divorcer. »
Il les prononça sans aucune mise en scène ni explication. Elle le fixa, stupéfaite, tentant de comprendre sa demande. Il poursuivit en disant : « Nous vivons séparément depuis des lustres, cela suffit pour mettre fin à ce mariage. Maintenant, c'est l'occasion idéale pour nous de repartir à zéro. » Miranda eut du mal à parler, les émotions bouillonnant en elle et la panique montant face à la brusquerie de cette déclaration. Tentant de se ressaisir, Miranda réfuta l'idée qu'ils vivaient séparés, insistant sur le fait que l'affectation en solo était une nécessité et non un choix. Pourtant, son mari écarquilla ses arguments en déclarant froidement : « Tu n'es jamais venu vivre avec moi. » Ignorant la réalité de la scolarité de Rufus et du bien-être de son propre père, de son point de vue, Miranda avait volontairement abandonné la possibilité de déménager, validant ainsi sa définition d'un mariage fracturé. Il ajouta également que Miranda avait commencé à travailler, tordant sa quête d'un emploi à temps partiel en une excuse pour affirmer qu'elle avait préféré son travail à vivre à ses côtés. Outrée, Miranda lui rappela qu'elle n'avait jamais souhaité diviser leur famille. Elle releva également le fait qu'il lui rendait fréquemment visite, faisant de longs voyages pour aller le voir, ce qui rendait absurde l'argument des « vies séparées ». Pourtant, son mari resta impassible et lui tendit des papiers de divorce déjà remplis, déclarant qu'il n'avait aucune intention de revenir vivre sous le même toit. Selon lui, leur lien conjugal n'existait plus. Ces derniers mots, prononcés avant de quitter la maison, la laissèrent hébétée : « Dès que tu es prête, signe les papiers et envoie-les. » Les heures s'écoulèrent dans un silence lourd. Miranda ne pouvait se détacher du canapé du salon, les papiers de divorce étalés sur la table. L'anxiété, la trahison et la douleur la submergeaient. Lorsque Rufus rentra à la maison, il la trouva immobile, perdue dans ses pensées, regardant fixement les documents. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Bien qu'adolescent, il saisit la gravité de la situation sans la forcer à dévoiler plus de détails. Rufus se détourna calmement pendant un moment. Miranda crut qu'il la délaissait aussi. Pourtant, il revint avec 2 gros sandwichs sur une assiette en lui disant : « Mange vite, tu ne penseras pas clairement l'estomac vide. » Des larmes coulèrent sur les joues de Miranda lorsqu'elle mordit dans le sandwich fourré, les saveurs se mêlaient parfaitement, et elle fut touchée par la délicatesse inattendue de son fils. Tentant de paraître nonchalant, Rufus haussa simplement les épaules et lui conseilla de bien dormir pour affronter le problème le lendemain. Ce simple geste de gentillesse raviva sa détermination. Elle comprit qu'elle devait protéger Rufus et elle-même, d'autant plus que son mari semblait peu se soucier d'eux. Des années de vie investies dans ce mariage ne se laisseraient pas effacer sans se battre. Après le retour de son mari vers sa nouvelle affectation, il inonda Miranda de messages détaillant ses conditions. Il offrit de verser une pension alimentaire pour enfants uniquement jusqu'à ce que Rufus atteigne l'âge adulte 18 ans aux yeux de la loi, mais, comme Rufus serait encore au lycée à 18 ans, Miranda insista pour que le soutien se poursuive au moins jusqu'à l'obtention de son diplôme. De façon choquante, son mari présenta sa « générosité », comme s'il estimait qu'elle devait en être reconnaissante. Chaque message se faisait de plus en plus arrogant, exigeant que Miranda quitte leur domicile d'ici le moment où il serait transféré au siège cet automne. Il présumait même avoir le droit de dicter son avenir tout entier. Miranda devint de plus en plus déterminée à tenir bon. Elle trouvait ses propositions exaspérantes et injustes, il se débarrassait d'elle et de Rufus comme s'ils étaient des fardeaux. De plus, il refusait de verser une pension de rétribution, arguant que la désintégration naturelle du mariage était inévitable. Miranda savait qu'elle avait contribué bien plus que par les seules tâches ménagères et la garde d'un enfant. Elle avait mis de côté ses propres aspirations pour la famille et était restée solidaire durant ses longues absences. Son ton condescendant et son refus de reconnaître ses sacrifices ne firent que renforcer sa détermination. Elle décida de lui rendre visite en personne pour discuter de la situation. Disposant d'une clé de rechange pour son appartement temporaire, et entrant pendant ses heures de travail, Miranda constata que l'endroit était impeccable, si net qu'on aurait dit qu'il était mis en scène. Chaque objet était rangé comme si personne n'y vivait réellement, cette propreté presque inquiétante laissait entrevoir une tromperie. Elle attendit jusqu'au soir, lorsque son mari arriva enfin, il manifesta de l'agacement plutôt que de la surprise. Sans même la saluer, il accrocha sa veste et sa cravate avec minutie, puis s'installa à la table avec une bière à la main, évitant à peine le contact visuel. Sa première question fut : « As-tu apporté les papiers de divorce signés ?
et Miranda comprit qu'il était obsédé par la finalité. Elle exposa ses inquiétudes, lui demandant au moins d'attendre que Rufus termine le lycée. Il ne lui restait que 2 ans, argumenta-t-elle. Il balaya ses propos d'un revers de main, répétant que l'automne était non négociable. La mention de l'automne éveilla les soupçons de Miranda. Pourquoi était-il si pressé? Elle demanda des éclaircissements, mais il se contenta de citer son transfert. La conversation atteignit une impasse, réalisant qu'elle n'avait obtenu aucun résultat en restant. Miranda partit alors pour passer la nuit dans un hôtel voisin. En chemin, elle s'interrogea sur la dégradation aussi sévère de leur relation. Si vivre comme des étrangers était devenu la norme, peut-être avait-il déjà tourné la page. Miranda tenta de négocier par le biais de messages enregistrés, mais son mari refusa de prendre en charge les frais de scolarité pour l'université de Rufus. Elle menaça d'engager une procédure judiciaire, lui rappelant ses obligations parentales. Après quelques échanges enflammés, il céda pour payer les frais universitaires, mais seulement pour 4 ans, tout en supplémentaire, comme redoublé, serait entièrement à la charge de Rufus. Miranda insista pour que tout soit consigné par écrit. Il ricana en demandant « Tu ne me fais pas confiance ?» Bien sûr qu'elle ne lui faisait plus confiance. Elle voulait tout par écrit pour se protéger, elle et Rufus. Finalement, son mari accepta, mais uniquement après qu'elle eut évoqué la médiation en justice, déclarant qu'elle ne céderait pas. Vint ensuite la question du partage des biens. Il accusa Miranda d'être restée sans emploi pendant des années, alors qu'elle lui rappelait qu'elle s'occupait de leur fils, gérait la maison et avait débuté un emploi à temps partiel dès que Rufus devenait plus autonome. Elle refusa de s'excuser d'avoir assumé un rôle traditionnel sur lequel ils s'étaient tous deux mis d'accord jadis. Menacée à nouveau de poursuites judiciaires, Miranda parvint à obtenir un partage équitable des biens, la liquidation devant être notariée afin d'assurer une stabilité future. Malgré leurs fractures personnelles, elle réussit à faire valoir ses droits. Chaque fois qu'il la pressait de finaliser le divorce, elle répétait « Nous avons le temps, ce n'est qu'à l'automne ». À l'approche de l'automne, son mari devint de plus en plus impatient, l'appelant fréquemment pour exiger qu'elle dépose les papiers. Miranda, de son côté, utilisa ce temps pour préparer minutieusement son dossier. Elle consulta des avocats, fit des copies des documents pertinents et rassembla des preuves de son comportement déraisonnable. Chaque étape renforçait sa conviction d'agir justement. Au fond d'elle, elle soupçonnait qu'il y avait une autre raison à son empressement, mais chaque fois qu'elle posait la question, il feignait l'ignorance en disant « Je veux juste une nouvelle vie ». Pourtant, Miranda sentait qu'il lui cachait des secrets, et elle comptait les découvrir. Elle retarda soigneusement toute finalisation jusqu'à ce qu'en fin d'été, devenant début d'automne, elle ait mis en place plusieurs garanties pour la scolarité de Rufus et pour sa propre sécurité financière. Lui, de son côté, exigeait une confirmation qu'elle avait trouvé un nouveau logement. Miranda lui répondit vaguement qu'elle s'en était occupée, sans dévoiler ses véritables intentions. Il se détendit, supposant qu'elle disparaîtrait bientôt de sa vie, le libérant ainsi pour faire ce qu'il voulait. « Souviens-toi, la maison est à moi », répéta-t-il. Ne pense pas pouvoir y rester indéfiniment. Miranda se contenta d'acquiescer, refusant de révéler l'intégralité de son plan. Durant la dernière semaine d'août, son mari arriva avec une jeune femme et un petit garçon en petit. La femme, Vicky, était flamboyante et nettement plus jeune, tandis que le garçon, d'environ l'âge de la maternelle, se cramponnait à elle de manière nerveuse. Miranda ouvrit la porte pour les trouver alignés aux côtés de son mari, qui ne perdit pas de temps pour les présenter. « Voici Vicky, ma future épouse », annonça-t-il, « et voici le petit, Ethan. » L'implication était claire, son mari avait une autre famille qu'il comptait légitimer. Le cœur de Miranda battit la chamade, même si des soupçons d'infidélité planaient déjà en arrière-plan de son esprit. Vicky fit une vague salutation tandis qu'Ethan se montrait timidement en retrait. Miranda ressentit à la fois de l'incrédulité et de la pitié. Avant même qu'elle ne puisse réagir, son mari ricana et lança « Je te l'ai déjà dit, toi et Rufus n'êtes plus que des étrangers pour moi. Maintenant, vous n'avez plus le droit de rester dans cette maison. » Sa voix était froide, ses yeux brillants de triomphe. Il croyait que tout était réglé. Il exigea qu'elle signe sur le champ les papiers de divorce et qu'elle parte immédiatement, tandis que Vicky regardait Ethan d'un air protecteur, comme s'il se préparait à une confrontation. Il devint douloureusement évident qu'il souhaitait chasser Miranda pour emménager immédiatement. Pourtant,
Miranda resta calme. Elle fixa son mari dans les yeux et mentionna posément que de nombreux points avaient déjà été réglés, à l'exception de celui de la compensation. Vicky intervint en lui rappelant qu'il avait déjà offert divers avantages à Miranda, suggérant que rien de plus ne lui était dû. Le sourire triomphant de son mari vacilla légèrement, et Miranda aperçut une lueur de malaise dans ses yeux. Elle se souvint de ses tentatives répétées d'éviter toute pension alimentaire ou paiement supplémentaire. Maintenant que la véritable motivation derrière ce divorce précipité était dévoilée, la reconnaissance d'un autre enfant et la constitution d'un nouveau foyer, Miranda se sentit plus forte pour l'affronter. Elle sortit un document notarié expliquant la différence entre une compensation de divorce et une indemnité pour adultère. Nous avions convenu qu'il n'y aurait pas de compensation de divorce fondée uniquement sur une rupture, déclara-t-elle, mais maintenant qu'il est évident que ta vraie raison de divorcer est de te remarier et de reconnaître un autre enfant, tout change. Le visage de son mari se décomposa alors qu'il réalisait les implications juridiques, sachant que Miranda était désormais en droit de réclamer une compensation pour préjudice moral. Jusqu'à ce jour, il avait conté une histoire selon laquelle leur séparation était due à la distance et à un désintérêt mutuel. Désormais, ces mensonges étaient exposés. D'une voix tremblante, il l'accusa de bluff, tandis qu'elle répliquait en citant les directives légales claires. Si un conjoint divorce pour cause d'adultère, la partie lésée peut réclamer une indemnité. De plus, un divorce fondé sur un motif frauduleux, tel que le déni d'une liaison, pourrait entraîner des demandes reconventionnelles. Chaque argument légal était comme un poignard. Le visage de Vicky pâlit, elle serra la main d'Ethan en regardant le mari de Miranda, implorant silencieusement une solution. Il se vanta que Miranda était incrédule, sans soupçonner qu'elle avait fait ses devoirs. Maintenant, acculé, il peinait à maintenir sa façade confiante. Rufus intervint en tendant à son père un livre. Perplexe, ce dernier lut le titre, Les splendides déductions de Madame Rose, une série de romans policiers à succès qui allait bientôt être adaptés en anime. Rufus esquissa un sourire et dit, « Maman a écrit ça. » Il avait beaucoup recherché, surtout en matière de droit. Cette révélation stupéfia à la fois Vicky et son mari. Ils avaient toujours imaginé Miranda comme une simple femme au foyer sans ambition professionnelle, et pourtant, elle était l'autrice acclamée d'une série à succès. Le sentiment de trahison poussa ironiquement son mari à se sentir déconcerté, se demandant comment Miranda avait pu lui cacher ce succès tout ce temps. En réalité, Miranda avait publié sous un pseudonyme inspiré de son travail en cours d'arrangements floraux. Elle avait créé un personnage nommé Madame Rose, une assistante discrète dotée d'un esprit de détective. La publication en ligne de ses récits lui avait valu un large public, et très vite, les éditeurs s'étaient intéressés à son œuvre. Le succès monta en flèche, culminant avec d'importantes ventes de livres et une adaptation en anime imminente. Son mari resta là, tenant les papiers de divorce, abasourdi par le fait que son épouse était en réalité une auteure accomplie, avec des revenus substantiels. Lorsqu'il tenta de revendiquer une part de ses nouveaux revenus comme bien commun, elle lâcha une autre bombe, le divorce avait déjà été déposé. Miranda révéla qu'elle avait soumis les papiers de divorce dès le matin même. Bien que lui et Vicky eussent pensé que cette démarche les libérerait, elle scellait en réalité sa séparation définitive de tout droit sur les revenus créatifs de Miranda. « Tu ne peux pas revendiquer quelque chose qui ne t'appartient plus », affirma fermement Miranda, expliquant que les droits d'auteur et les revenus futurs issus de l'adaptation en anime ne feraient pas l'objet d'un partage. Son mari se retrouva dans une situation inextricable. Non seulement il faisait face à de potentielles demandes de compensation pour adultère, mais en plus, le fruit de son travail récent resterait intégralement à Miranda. Vicky apparut dévastée, comme si tout leur plan soigneusement élaboré s'effondrait. Tentant de se ressaisir, il déclara, « Bon, cette maison appartient toujours à ma famille, et donc, elle est à moi. Tu dois que Miranda et Rufus libèrent immédiatement les lieux. » Mais Miranda le corrigea en affirmant que le titre de propriété portait désormais son nom, grâce à une démarche juridique cruciale entreprise par son beau-père. Ce dernier avait toujours admiré la gentillesse de Miranda, surtout en comparaison avec la relation tendue qu'il entretenait avec son propre fils. Lorsqu'il avait appris l'affaire et le plan d'évincer Miranda, il avait entamé une procédure d'adoption. Miranda exhiba alors les documents officiels prouvant qu'elle avait été légalement adoptée par son beau-père, ce qui lui conférait la pleine propriété. Son mari éclata d'incrédulité en s'exclamant « Comment oses-tu manipuler mon père ?
Miranda secoua la tête, lui rappelant toutes les fois où elle s'était rendue à la résidence de retraite, apportant attention et compagnie. Le beau-père avait voulu déshériter son fils pour sa cruauté excessive envers sa femme et son enfant, et en adoptant Miranda, il s'assurait qu'elle puisse hériter. De plus, avec la procédure judiciaire en cours, une fois achevée, cela écarterait son fils de la succession. « Je te déshérite, tu seras coupé de tout », déclara-t-elle en ajoutant, « Rufus demeure un héritier légitime, mais toi, tu n'y as plus droit, et tant que la procédure ne sera pas définitivement validée, le titre de cette maison est en mon nom. » Il tenta d'arguer que son père n'avait aucun motif valable pour l'exclure, mais Miranda lut calmement une liste d'actions considérées comme cruelles: tromperie prolongée, contraindre un conjoint à divorcer sous de faux prétextes, utiliser un second appartement pour dissimuler une liaison, et ignorer le bien-être de son fils légitime. Chaque fait est contre toi. Ton père entend finaliser cela légalement, déclara-t-elle. Si tu t'y opposes, engage un avocat, mais les preuves sont accablantes. La main de Vicky se serra autour d'Ethan, elle comprit alors que le père de son mari détenait bien plus de pouvoir que ce qu'ils avaient anticipé. La contenance de son mari chancela et il marmonna que Miranda n'était qu'une femme au foyer qui ne savait rien. Rufus intervint alors d'un regard désabusé en déclarant: « Papa, il est évident que tu ne sais rien de nous. » Puis il désigna une étagère où Miranda conservait des copies de ses œuvres publiées, aux côtés des nouveaux documents notariés de son beau-père, témoignant silencieusement de leur préparation minutieuse. Le coup de grâce fut apporté par la preuve évidente de sa double vie: 2 appartements dans la ville de son affectation en solo, l'un, minutieusement préparé pour les rares visites de Miranda, et l'autre destiné à Vicky et Ethan. Se sentant acculé, il demanda si le versement d'une somme considérable permettrait d'effacer le tout. Miranda expliqua que la pension pour adultère devait être distincte de toute indemnité de divorce classique. Vicky était également tenue responsable en tant que partenaire de l'aventure, et compte tenu des années de tromperie et du tort moral infligé, le montant serait élevé. « Nous avons investi du temps, de l'effort et du cœur dans ce mariage, » dit-elle, « tu ne peux pas simplement partir après avoir causé tant de douleur. » À cet instant, Ethan gémit doucement, ressentant la tension. Pour une brève seconde, Miranda eut pitié du garçon, pris au piège dans des conflits d'adultes. Tandis que son mari menaçait de retirer le soutien universitaire de Rufus, Miranda répliqua que leur accord était déjà notarié et juridiquement contraignant, il ne pouvait se dérober à sa promesse, car celle-ci avait été conclue avant la finalisation du divorce. À chaque menace de retrait, elle lui rappelait les conséquences juridiques, y compris d'éventuels procès. Coincé, son mari n'avait d'autre choix. Pendant ce temps, Vicky suppliait de penser à l'avenir d'Ethan, souhaitant qu'il soit pleinement reconnu et inscrit dans une école réputée, à l'abri des scandales. Ce feuilleton chaotique était précisément ce qu'ils avaient espéré éviter. Miranda resta ferme, annonçant qu'elle était prête à aller jusqu'au procès s'il refusait de respecter les compensations. Le soutien pour Rufus était non négociable, et quant à la pension liée à l'adultère, ses avocats avaient déjà constitué un dossier solide, étayé par d'abondantes preuves, sans possibilité de négociation. Finalement, son mari céda, il accepta de payer la compensation pour adultère ainsi que les frais juridiques éventuels liés à cette affaire. Vicky fut, de même, tenue responsable de sa part dans l'aventure. Ils projetèrent d'emprunter des fonds, possiblement par l'entremise de la société de négoce, afin de couvrir ses obligations. Exaspéré, il cracha: « Vous êtes tous simplement avides. » Miranda redressa la tête et répondit: « C'est toi qui as orchestré ce fiasco, qui as menti pendant des années et tenté de remplacer ta famille. Si tu dois payer pour montrer à quel point tu m'as blessé, ce n'est pas de l'avidité, c'est de la justice. » Même si ce mot le piquait, il ne pouvait contester la logique. L'homme qui, jadis, se moquait de Miranda en la traitant de femme au foyer sans ambition se retrouvait désormais contraint de reconnaître ses forces, tant en négociation qu'en autonomie. Rufus resta en retrait, silencieux et furieux, n'ayant jamais imaginé assister à une telle indifférence de la part de son propre père. Avant de partir, son mari tenta une dernière opération pour sauver la face. « Très bien, si tu obtiens tout cet argent, tu seras à l'abri, mais tu seras seul, » déclara-t-il. Miranda haussa les épaules en désignant Rufus: « Je ne suis pas seule, mon fils et moi allons bien. Et si tu tiens réellement à ta nouvelle famille, tu feras ce qu'il faut pour Ethan. »
Vicky lui lança un regard plein de sens, indiquant que leur priorité était de légitimer la filiation d'Ethan et d'assurer un environnement stable. Tous savaient, au fond d'eux, qu'ils n'avaient d'autre choix que de légaliser leur mariage et d'accorder à Ethan la reconnaissance qui lui était due. Après leur départ, Miranda referma la porte en expirant profondément. Rufus s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Malgré le tumulte, Miranda ressentait une étrange sensation de soulagement. Des mois de stress avaient atteint leur paroxysme et, bien que l'avenir demande encore de la prudence, un chapitre était définitivement clos. Elle n'était plus liée à un homme qui la rabaissait, ni à un mariage bâti sur la malhonnêteté. Rufus, bien que n'étant qu'un adolescent, avait fait preuve d'une maturité remarquable. Miranda jura de continuer à le soutenir, afin qu'il ne doute jamais de son amour ni de sa stabilité. Dans les semaines qui suivirent, Miranda reçut de multiples messages de son ex-mari. Il semblait désespéré de se réconcilier, imputant ces écarts temporaires à un simple faux pas. Elle y prêta peu d'attention et insista pour qu'il finalise rapidement la situation d'Ethan, en lui écrivant brièvement « Ne laisse pas l'enfant en suspens. Concentre-toi sur ta nouvelle famille. » Au fond, elle éprouvait de la peine pour Ethan, un enfant innocent, et espérait qu'il s'épanouirait, libéré du bagage que ses parents avaient créé. Si son ex-mari avait besoin d'un motif pour se ressaisir, peut-être que de lourdes sommes en pension lui rappelleraient la profondeur de la blessure causée. Pendant ce temps, la société de négoce découvrit sa supercherie. Il avait utilisé la promesse d'une affectation à l'étranger et d'autres prétextes pour dissimuler une seconde vie de couple. La direction fut furieuse. Il fut rétrogradé et transféré dans une filiale située en zone rurale. Son salaire autrefois impressionnant s'effondra. Avec Vicky, désormais considérée comme son épouse, il dut travailler d'arrache-pied pour honorer des remboursements mensuels. Bien qu'ils aient envisagé de reprendre leur vie dans la maison familiale principale, l'arrangement adoptif les en empêcha, et les actions de déshéritage du beau-père se poursuivirent. Ils finirent par s'installer dans un modeste appartement, plus proche de son nouveau lieu de travail, pour le bien d'Ethan. Miranda espérait qu'ils offriraient à l'enfant une vie stable. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le garçon avait commencé l'école peu après la finalisation du divorce. Vicky s'efforçait de veiller à ce qu'il ne découvre jamais le scandale entourant sa naissance, souhaitant le protéger des commérages et lui garantir ainsi une enfance normale. Miranda éprouvait une certaine compassion, malgré les conflits adultes, estimant qu'un enfant méritait sécurité et amour. Toutefois, elle savait qu'en coulisses, son ex-mari devait faire face à des difficultés financières, à une réputation ternie et à une relation brisée avec son père, autant de conséquences naturelles d'une trahison. Pendant ce temps, la carrière littéraire de Miranda s'envolait. Sa série de romans à succès, bientôt adaptée en anime, lui valut interviews, discussions sur le merchandising et même des émissions à l'étranger. Les maisons d'édition et les médias encensaient sa créativité. Parfois, elle ressentait une pointe de regret en pensant que son ex-mari n'avait jamais soutenu cette facette d'elle-même, il ne s'était jamais donné la peine de s'intéresser à ses passions ni à ses réussites. Mais ce regret s'effaçait dès qu'elle réalisait jusqu'où elle était parvenue par ses propres mérites. Elle possédait désormais sa maison en pleine propriété, la partageait avec son fils bien-aimé, et était fière de ses accomplissements. Rufus ne s'intéressait guère aux malheurs de son père, il se concentrait sur le lycée, l'université et ses propres ambitions. Il expliqua à Miranda qu'il consacrerait ses années universitaires à découvrir sa voie, déclarant haut et fort « C'est ma vie, je m'en occupe ». Tout en manifestant son désir d'indépendance, il laissait entendre qu'il ne souhaitait pas dépendre du succès de sa mère. Miranda respectait son autonomie, tout en étant prête à lui apporter aide et contact si besoin. Leur relation mère-fils se renforçait, empreinte de confiance et de respect mutuel. Alors que les secondes phases post-divorce approchaient, Miranda fit le point sur sa vie. Elle était devenue bien plus qu'une simple femme au foyer, se révélant en tant qu'auteure reconnue, mère dévouée et propriétaire légale de sa maison. Elle avait surmonté le chagrin, déjoué un réseau de mensonges, et émergé non seulement financièrement stable, mais également émotionnellement libre. Elle ne marchait plus sur des œufs, craignant le mépris ou l'imprévisibilité de son ex-mari. Sa créativité s'épanouissait et ses liens avec Rufus se renforçaient. Parfois, elle méditait sur la manière dont la vie pouvait basculer aussi brusquement, mais ne regrettait jamais d'avoir dévoilé la vérité, car cela l'avait conduite sur une voie bien meilleure.
Miranda envisagea même d'écrire un nouveau roman mettant en scène un étudiant audacieux, inspiré par le parcours de Rufus dans sa quête d'identité. Le protagoniste affronterait des dilemmes moraux, chercherait à percer des mystères du quotidien et userait de ruses pour surmonter les obstacles. Elle était convaincue que cette intrigue résonnerait avec de jeunes adultes sur le point de prendre leur indépendance. Son éditeur applaudit ce concept, sûr qu'il plairait aux fans de Madame Rose tout en offrant une perspective nouvelle. Jour après jour, Miranda prenait des notes, tissant dans son récit des bribes de ses propres expériences, impatiente de voir où cette histoire l'amènerait. Son éditeur, débordant d'enthousiasme, l'encouragea à entamer une nouvelle série. Tout semblait s'accélérer dans une direction positive, et Miranda se sentait enfin libre de savourer ses triomphes personnels et professionnels. Malgré son succès, elle demeurait humble. Chaque lettre de fan lui rappelait l'impact de ses récits, et des inconnus la remerciaient pour des messages réconfortants sur la persévérance et la force intérieure, des thèmes qui avaient trouvé un écho profond dans son propre parcours. Récemment divorcée et mère d'un adolescent, elle avait su rester ferme face à la trahison, insufflant dans ses écrits la réalité de ses émotions. Ces personnages surmontaient leurs épreuves non pas grâce à des pouvoirs extraordinaires, mais par leur résilience et leur intelligence, exactement comme Miranda l'avait fait dans sa propre vie, prouvant qu'une femme au foyer sous-estimée pouvait triompher de défis redoutables. Peu à peu, des invitations à des interviews affluaient. Les éditeurs souhaitaient connaître son point de vue, non seulement en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que figure influente conciliant maternité, situation conjugale difficile et carrière florissante. D'abord hésitante à dévoiler des détails personnels, Miranda choisit finalement de se concentrer sur son processus créatif, mettant en avant cette curiosité quasi détective qui nourrissait ses récits. Quant à l'ampleur de la trahison et des batailles juridiques, elle restait dans l'intime, préférant les canaliser dans la fiction. Certains fans spéculaient que sa vie privée avait inspiré ses intrigues, une rumeur qu'elle niant tout en laissant parler ses romans. Un soir, Rufus demanda directement à Miranda, « Maman, es-tu heureuse maintenant ?» Elle fit une pause, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient traversé, puis hocha lentement la tête en expliquant que, bien que le divorce et les mensonges qui l'avaient accompagnée eussent causé de la douleur, elle se sentait désormais plus forte et assurée. Rufus, qui portait encore une part de ressentiment envers son père, esquissa un sourire, soulagé de voir sa mère retrouver son étincelle. Miranda plaisanta alors, « Je suis surtout heureuse parce que tu continues à me préparer ces superbes sandwichs quand je suis contrariée. » Il roula des yeux, incapable de cacher son sourire, et leur humour partagé témoignait du chemin parcouru depuis l'arrivée de ses papiers de divorce. Pendant ce temps, la vie de son ex-mari s'était considérablement dégradée. La filiale dans laquelle il était muté n'offrait aucun avenir prestigieux et son salaire réduit peinait à couvrir ses dépenses, sans parler de la lourde dette engendrée par la pension. Vicky avait dû se mettre au travail pour aider, mais ses collègues murmuraient déjà sur le scandale qui avait mené à sa rétrogradation. Il passait ses week-ends à s'occuper d'Ethan, une obligation que Vicky jugeait inévitable. L'amertume grandissait entre eux, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient d'autre choix que de continuer à avancer pour le bien d'Ethan, même si leur rêve de vivre dans la maison familiale n'avait jamais vu le jour. Miranda se surprit à espérer qu'Ethan bénéficierait d'un environnement stable. Elle entendait des rumeurs selon lesquelles le garçon, énergique et de bonne humeur, avait intégré des clubs sportifs locaux. À chaque nouvelle à son sujet, elle éprouvait un soulagement. Ses problèmes venaient uniquement de la tromperie de son ex-mari, et non de l'innocence d'un enfant. Si elle avait le moindre souhait, ce serait que le petit grandisse à l'abri des conflits parentaux, ce qui l'incita à finaliser rapidement ses démarches juridiques pour éviter une longue exposition médiatique. Rufus se préparait pour les examens d'entrée à l'université, jonglant entre ses études et un intérêt naissant pour le design numérique. Parfois, il accompagnait Miranda à des conventions de fans ou à des événements liés à l'adaptation en anime, s'imprégnant de l'ambiance créative, admirant les artistes et laissant transparaître sa curiosité quant à une éventuelle carrière dans la production médiatique. Miranda l'encourageait à explorer toutes les opportunités, lui rappelant qu'il n'était nullement nécessaire de se précipiter et qu'elle soutiendrait toutes ses initiatives, qu'il s'agisse de stages ou de projets personnels. Même s'il minimisait parfois l'aide, elle restait prête à lui fournir ressources et contacts. Leur relation, basée sur le respect et la confiance, témoignait d'un équilibre sain entre mère et fils. Alors que la seconde phase post-divorce approchait, Miranda fit le bilan de sa vie,
elle était devenue bien plus qu'une femme au foyer, elle était désormais une auteure reconnue, une mère exemplaire et la propriétaire légale de sa maison. Elle avait traversé les douleurs du chagrin, déjoué un réseau de mensonges et s'était affirmée tant financièrement qu'émotionnellement. Elle se sentait libre, ne craignant plus de marcher sur des œufs de peur du mépris ou de l'imprévisibilité de son ex-mari. Sa créativité s'épanouissait et ses liens avec Rufus se renforçaient. Parfois, elle repensait à la rapidité avec laquelle sa vie avait basculé, mais elle ne regrettait en rien d'avoir révélé la vérité, car cela l'avait conduite sur un chemin meilleur. Au fil des jours, Miranda commença à envisager l'écriture d'un nouveau roman mettant en scène un étudiant espiègle, inspiré par le parcours de Rufus pour trouver sa place dans le monde. Le protagoniste serait confronté à des questions d'identité, à des dilemmes moraux et devrait user de ruses pour résoudre des mystères quotidiens. Elle était persuadée que cette histoire toucherait de nombreux jeunes adultes à l'aube de leur indépendance. Son éditeur applaudit cette idée, confiant qu'elle séduirait autant les lecteurs habituels de Madame Rose qu'un nouveau public avide de perspectives fraîches. Jour après jour, Miranda prenait des notes, entrelaçant dans son récit des éléments tirés de sa propre expérience, impatiente de découvrir où l'histoire la conduirait. Son éditeur, débordant d'enthousiasme, l'encouragea à lancer une nouvelle série. Tout semblait s'accélérer dans une direction positive, et Miranda se sentait enfin libre de savourer ses triomphes personnels et professionnels. Malgré son succès, elle restait humble, chaque lettre de fan lui rappelait l'impact de ses récits, et des inconnus la remerciaient pour leurs messages réconfortants sur la persévérance et la force intérieure. Elle comprenait à quel point ces thèmes faisaient écho à son propre parcours. Récemment divorcée et mère d'un adolescent, elle avait su rester ferme face à la trahison, insufflant dans ses écrits la vérité de ses émotions. Ces personnages surmontaient leurs épreuves non grâce à des pouvoirs extraordinaires, mais par leur résilience et leur ingéniosité, exactement comme Miranda l'avait fait dans sa propre vie, prouvant qu'une femme au foyer sous-estimée pouvait triompher contre vent et marée. Finalement, son ex-mari envoya sporadiquement des messages demandant pardon ou une seconde chance. Miranda ne songea jamais à une réconciliation, elle avait appris à la dure qu'une confiance brisée était presque impossible à reconstruire, et qu'il avait principalement cherché à obtenir un gain financier. Dès qu'il tenta de lui parler d'un partage des biens, elle mit un terme à toute illusion par une réponse polie mais ferme, ne lui accordant aucun espoir de retour. Elle resta civilisée uniquement pour maintenir le soutien financier concernant les études de Rufus, un accord qu'il ne pouvait contourner. Au final, la procédure de déshéritage initiée par son beau-père fut finalisée. Son ex-mari perdit tout droit légal, le vieil homme déclarant officiellement Miranda et Rufus comme ses successeurs principaux. En association avec les papiers d'adoption de Miranda, cela mit un terme définitif à toute revendication de son ex-mari sur un quelconque patrimoine familial. Le beau-père, dans une démarche profondément personnelle et découlant de nombreuses déceptions, répéta sa gratitude envers Miranda et Rufus, affirmant qu'à ses yeux, ils incarnaient la vraie famille, un idéal que son propre fils avait tragiquement abandonné. La détente s'installa enfin dans la vie de Miranda. Elle poursuivit ses cours d'arrangements floraux, se lança dans de nouveaux projets littéraires et savourait des soirées tranquilles à la maison. Parfois, elle repensait à son mariage non avec tristesse, mais avec une forme de clôture réfléchie, elle y voyait le catalyseur qui l'avait poussée à découvrir son potentiel caché. Pendant ce temps, Rufus, qui venait d'entrer à l'université tout en restant à la maison mais gagnant en indépendance, jonglait entre un travail à temps partiel, ses cours et ses activités sociales, n'hésitant pas à partager une anecdote humoristique ou à demander conseil à sa mère. Miranda adorait le voir grandir. Leur maison restait un havre accueillant pour ses amis, qui ne manquaient pas de complimenter le confort ambiant. Certains reconnaissaient même le nom de Miranda en tant qu'auteur célèbre, et même si Rufus feignait l'indifférence, elle savait qu'il en était fier. Leur petit cercle familial, jadis éclipsé par un père distant, s'épanouissait désormais dans la compréhension mutuelle et la chaleur humaine. C'était un bonheur quotidien, certes modeste, mais d'une beauté extraordinaire. Pour clore ce chapitre difficile, Miranda s'installa à son bureau, regardant un manuscrit vierge. Des thèmes de résilience et de découverte imprégnaient sa nouvelle histoire, faisant écho à son propre parcours. Autrefois, elle redoutait l'avenir. Elle se rendit compte qu'une vie sans son mari était bien plus épanouissante que tout ce qu'elle avait imaginé.
Soutenue par l'appui de son beau-père, la présence de Rufus à ses côtés et une carrière littéraire en plein essor, elle jeta un dernier regard sur un vase débordant de roses et de mensonges, ressentant une vive satisfaction. À cet instant, elle sut que son avenir regorgeait de possibilités dont elle n'avait osé rêver jusqu'à récemment.